Bonjour Claude Puel, merci infiniment de nous recevoir aujourd'hui dans cet hôtel parisien. On a lu votre livre avec Jean-Baptiste Guégan et évidemment on avait des dizaines de questions à vous poser. On a essayé de synthétiser tout ça et d'en mettre, de revenir à l'essentiel. Moi j'aimerais commencer par une question assez simple, c'est définir un peu votre profil d'entraîneur. Parce qu'on dit souvent que vous êtes un bâtisseur, un formateur. Mais moi ce que j'ai surtout retenu dans votre livre, c'est votre amour du beau jeu. Et notamment l'anecdote que vous racontez après le match contre City ou celui contre Chelsea où vous gagnez, mais il y a quand même une frustration qui demeure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette frustration et ce qui manquait pour que votre bonheur soit complet? Ouais, c'est un peu paradoxal, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le résultat qui compte. Je pense que c'est important d'établir une manière, une qualité de jeu, parce que c'est une garantie, je l'espère, de spectacle et une garantie de régularité. Alors justement, dans cette même ordre d'idée, quand on vous lit, on voit l'importance de la famille, du frère, de la mère, du père, dans votre construction personnelle d'abord de joueur. Les valeurs finalement sont celles aussi du rugby, puisque on vous voit en parler beaucoup dans le début du livre. La question que j'avais envie de vous poser, moi, c'est dans quelle mesure, pour vous, hein, qui avez formé énormément de joueurs, qui est à l'origine de la finalement de réussite de nombre d'internationaux, quelle est pour vous l'importance de la famille et de l'environnement dans la construction du joueur, dans son évolution et finalement dans sa réussite? Ah, mais chaque cas, il y a beaucoup, il y a autant de joueurs que de cas. Mais c'est vrai que le joueur a besoin d'une stabilité, et stabilité émotionnelle. Et c'est vrai que la famille est très importante, les proches sont très importants, et tout l'encadrement du joueur est prépondérant à une future carrière. Donc le joueur a besoin de stabilité, il est très sollicité. Mhm. On oublie souvent que la plupart sont de jeunes joueurs, de jeunes hommes qui découvrent la vie en même temps que la notoriété. Et donc il faut faire très attention à eux. C'est vrai que plus il y a une stabilité, une cohérence et un environnement sain autour du joueur, et plus il aura de chances, d'opportunités de réussir dans sa carrière. En tant que manager, comment dire, vous accordez énormément d'importance à ça, dans la manière d'aider le joueur, de l'accompagner, même de le choisir. Oui, je pense que c'est important de connaître un petit peu son environnement et la stabilité émotionnelle du joueur, bien sûr. Après quand on est entraîneur ou manager, on n'a pas toutes les clés dès le départ. On arrive dans un club, on a un effectif à gérer, des joueurs qui sont présents, on arrive dans le club. Mais par contre, c'est important de discuter avec chaque joueur, de le connaître et essayer, je dirais, de l'amener, si c'est nécessaire, à prendre la bonne voie et la petite touche professionnelle, ce qui va pouvoir lui faire connaître le haut niveau. Parce qu'on peut développer un joueur sous plein d'aspects. Que ce qui soit technique, tactique, physique, mental, en termes d'émotion, en termes d'encadrement. Il y a tellement de choses, d'impondérables qui peuvent arriver dans le processus du développement d'un joueur, que tout est important. Tout est important, c'est pour ça que maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, tous les aspects médiatiques, la renommée du football et tout, avec énormément de pression sur ces joueurs, c'est très important de pouvoir le connaître, qu'il soit bien encadré. Et voilà, à travers ce livre, on voit également beaucoup de réussites sur des joueurs qui avaient perdu un petit peu le fil, qui n'étaient plus dans les centres de formation, qui n'étaient plus dans le monde professionnel, et qu'on a pu réengager dans cette démarche en corrigeant certaines choses dans son expression footballistique, ou alors le changeant de poste, en faisant des choses qui peut-être lui manquaient pour, dans un premier temps, accéder au niveau. Mais c'était quand même dommage et du gâchis qu'il ne puisse pas s'exprimer plus haut.
parce qu'il en avait quand même les qualités. Vous parliez des impondérables. Moi, il y a 2 exemples qui m'ont beaucoup marqué dans votre livre. C'est l'agent de Karim Benzema et l'avocat de Yoann Gourcuff, où vous arrivez avec une discussion qui est très étayée, une volonté de dialogue, et vous vous heurtez à un mur. Comment vous arrivez après à pas garder la motivation, parce que le mot est fort, mais à continuer à vouloir aider le joueur tout en sachant que l'entourage derrière, en fait, l'empêche d'aller dans le bon sens pour son développement? Parce qu'on essaye encore une fois, d'établir un contact également avec l'encadrement qui est important du joueur. Et plus on est de personnes à avoir un même discours pour être constructif et avoir une évolution du joueur, mieux c'est. Donc c'est vrai que voilà, on essaie et puis des fois c'est pas le cas et on passe à autre chose et on se positionne sur d'autres arguments, notre management pour essayer de continuer à développer le joueur, tout simplement. J'aimerais qu'on parle, si vous le voulez bien, de votre manière de gérer les effectifs. Vous parlez beaucoup de la notion de staff et du fait que dans les clubs où vous êtes arrivé, finalement, vous aviez jamais vraiment imposé votre staff, vous vous déplaciez avec 1 ou 2 adjoints et que ça avait pu être un peu compliqué dans certaines situations pour faire passer vos idées. Est-ce que c'est quelque chose avec le recul où vous vous dites que vous auriez fait différemment, que c'est maintenant nécessaire dans le football actuel d'arriver avec son staff et d'imposer sa vision au club ? Je dirais que j'ai toujours eu une démarche de vouloir démarche pour le club. C'est-à-dire développer autour de moi le club, développer le staff. Si je viens à partir, il reste une cohérence pour le futur. Voilà, je me suis toujours dit que je suis un serviteur du club, je suis un salarié, je suis là pas pour ma gouverne, mais pour l'aider encore à avancer dans le futur. C'est pour ça que également, quand j'arrivais dans le club, je ne faisais pas le ménage entre les guillemets, que je voulais travailler avec les salariés également du club. Maintenant, c'est pas un regret, je pense que je l'ai fait. Bon, quelquefois peut-être à mes dépens, mais je l'ai fait dans un bon processus. Mais la nouvelle donne, je pense, et notamment quand on part à l'étranger, où c'est encore plus accentué, bien sûr, il faut s'entourer beaucoup plus fortement dans le staff pour faire véhiculer les messages, parce qu'en plus, partout où je suis passé, dans beaucoup des clubs où j'ai été entraîneur, j'ai changé le jeu aussi. Et c'est-à-dire que souvent de football assez direct ou de contre-attaque, on est passé à un football plus construit, avec plus de possession et avec des joueurs avec des profils de plus en plus techniques. Et donc il y avait une évolution par rapport au staff, par rapport aux joueurs restants et par rapport au public qui avait une habitude de voir son équipe jouer d'une certaine manière. Donc plus on a un staff étoffé à différents points du club, et plus on peut faire passer un même message et puis avoir plus de portée et moins de dissonance éventuellement dans les messages répercutés. Donc voilà, je pense que maintenant, dans le football actuel, plus ça va, plus il faut des staffs complets. Et c'est ce qui se passe dans la majorité des clubs. Et mon successeur à Leicester, par exemple, est arrivé à 8 ou 9 personnes pour travailler avec lui, même si le staff avant était opérationnel et performant. Vous avez connu des expériences professionnelles très différentes, hein. Monaco, le club de cœur, Lyon, où vous arrivez en pensant que le club est plus structuré qu'il ne l'est, Southampton, Leicester, jusqu'à Saint-Etienne. Vous avez donc vécu plusieurs culture club, et ce qui est intéressant quand on vous entend, c'est qu'on sent derrière le manager, celui qui va développer finalement plus que les joueurs et plus que le jeu, mais un projet global. On est finalement presque face à un entrepreneur du football, au sens où il y a une vraie construction de toutes les dimensions qui sont autour du terrain et sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible, à votre avis, d'avoir ce type d'entraîneur bâtisseur
quand on voit les limites justement que sont la durée de vie d'un coach sur un banc, la pression des résultats, et vous le soulignez de plus en plus, on a de moins en moins de temps, le tribunal des réseaux sociaux, la presse aussi, tout ça a beaucoup changé, le management et l'encadrement des joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible finalement de bâtir un club, de s'y installer comme vous l'avez fait dans votre parcours, comme Wenger a pu le faire à Arsenal? Est-ce que c'est encore possible pour vous? De moins en moins, pour ne pas dire plus possible, de moins en moins parce que les choses évoluent également. Bon, c'est vrai que partout où je suis passé, moi j'ai eu un fonctionnement, j'étais simplement entraîneur à Monaco. Et puis mon action à Lille, avec notamment Xavier Tulot et Michel Sédou, a fait que je me suis intéressé à beaucoup de choses au sein du club et qu'on a partagé beaucoup d'infos. Et c'est pour ça que partout, j'ai eu l'habitude de travailler pour le club en cohérence avec les possibilités, avec le niveau du club et les moyens du club à ce moment-là. Et pour moi, c'était très important. En Angleterre, je pensais redevenir simple entraîneur, entre guillemets, mais très vite, j'ai dû également m'intéresser parce que ça avait une répercussion après sur le collectif, sur mes joueurs, sur ce que je voulais faire, le type de jeu que je voulais jouer. Parce que c'est vrai que j'arrivais avec beaucoup d'humilité, mais avec pour moi ce que je considérais certains dysfonctionnements. Et en fait, avec une volonté de structurer des clubs, avec mettant beaucoup de directeurs un petit peu de partout, mais des directeurs à un moment donné qui faisaient de la rétention d'informations et il n'y avait plus de fluidité, et d'où un dysfonctionnement. C'est pour ça que il faut faire très attention dans la structure d'un club, de toujours garder une certaine fluidité et un commandement et une certaine hiérarchie, parce que sinon, après, c'est contre-productif. Ce qu'il y a maintenant, quand on regarde les clubs, comment ils sont bâtis, de plus en plus, ce sont des grands fonds chinois, américains ou anglais ou autres, ou des grandes fortunes qui sont à la tête de nos clubs ou des clubs européens. Et donc qui ne s'embarrassent pas de floriture et qui cherchent à s'appuyer sur toute une équipe déjà en place, et ils arrivent avec leur équipe, un président, un directeur sportif, des agents pour faire venir les joueurs, un entraîneur, un staff, tout est déjà, je dirais, imbriqué et prêt, et on arrive en position de force et on impose de suite les choses. Donc c'est une nouvelle donne. Et quand on est entraîneur, par exemple, j'ai toujours fonctionné sans agent. Maintenant, c'est plus possible. Il faut être proposé, il faut être défendu, il faut rentrer presque dans un cadre et une équipe. Et c'est l'évolution un petit peu. Et donc, avoir un rôle de manager comme j'ai pu l'avoir pratiquement pendant toute ma carrière, je ne pense plus que ce soit possible. Et même en Angleterre, on parle de managers, ce ne sont plus des managers. Ils sont redevenus simples entraîneurs. Et quelque part, pour moi, c'est un peu le titre de mon bouquin, j'ai toujours été libre. Libre de prendre le joueur que je voulais ou pas, libre dans ma fonction. On ne m'a jamais imposé, ou je ne me suis jamais laissé imposer quoi que ce soit. Et c'est comme ça, et ça le sera toujours. Mais voilà, mais je dois dire que l'évolution a fait que c'est différent pour la fonction d'entraîneur. Et même, par exemple, vous parliez d'Arsène, Wenger à Arsenal, pour moi, j'ai perçu de l'extérieur qu'avec le départ de David Dein, qui était son mentor qui l'avait fait venir et qui avait toute sa confiance, la vente du club a fait qu'ils ont mis des directeurs un petit peu de partout et qui ont rogné de plus en plus de ses responsabilités, de son autorité, et qu'à un moment donné, il était de plus en plus remis en question. Mais ce n'est pas l'extérieur pour moi qui remettait en question. En fait, c'est que de l'intérieur, il était plus protégé par le club, tout simplement.
Vous parliez de votre liberté, est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote formidable quand vous êtes rappelé au moment du rachat de Monaco avec le videur, enfin pas le videur, mais le garde de sécurité qui vous escorte jusqu'au salon de Ribolovlev pour discuter contrat? Ouais, bon, c'est un petit peu particulier. C'est une des anecdotes, bien sûr. Voilà, on passe dans un club, ou comme avec Leicester, avec un dénouement tragique, je dirais, avec la perte de notre président. Mais voilà, c'est une rencontre. C'est une rencontre un petit peu spéciale où en finalité, j'ai pas senti un vrai désir du président de m'enrôler, ou du moins il le faisait. Voilà, ouais, on verra bien. Et puis, alors que moi, j'étais venu dans une simple intention d'aider mon club formateur, pas autre chose. Et voilà, c'était rendre service parce qu'il était très mal positionné, très mal à ce moment-là, et c'était pour les deux, sans autre idée préconçue. Et c'est vrai que là, j'ai eu un entretien d'embauche particulier. Un peu musclé, on peut dire, non? Comment? Un peu musclé? Ouais, mais bon, voilà, au final, contre toute attente, j'avais répondu sûrement comme il fallait à toutes les questions posées ou à l'attente. Mais bon, j'étais pas. Voilà, j'ai pas donné suite. En plus, c'était un cours de saison et j'ai préféré attendre la fin de la saison. Pour continuer un peu sur votre profil, moi, il y a un paradoxe qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu votre livre, c'est la notion de fidélité et du fait que, par exemple, vous avez refusé Porto à un moment où vraiment ça aurait été un gros tremplin pour vous. Vous avez refusé un poste à la DTN, vous avez refusé un club anglais parce que vous étiez engagé avec Nice. Est-ce que, bon, je vais arrêter avec le mot regret, mais alors est-ce que, comme vous disiez que vous n'aviez pas d'agent, est-ce que vous auriez peut-être pas dû être un peu plus dur à un moment de votre carrière? Parce que quand on vous lit, on a l'impression que les clubs vous l'ont pas vraiment rendu, quoi. C'est pas qui m'est pas rendu, c'est-à-dire que bon, très tôt, j'ai su à quoi m'attendre, entre guillemets. J'ai repris un petit peu ce que m'avait dit Jacques Devime, que j'ai connu, qui était à la DTN et qui est entraîneur national et qui me disait sois prêt à tout donner sans rien attendre en retour. Voilà, j'en ai fait un petit peu ma doctrine pendant ma carrière. Bon, j'étais pas là pour prendre, j'étais pas là pour subir des choses. J'étais là pour éduquer, pour donner à mes clubs, à mes joueurs, à mes dirigeants. Et même s'il y avait des trucs un petit peu contraires ou des réactions contraires ou négatives, parce que je le faisais pas, je le faisais parce que j'avais à le faire. Et il n'y a pas eu de regret par rapport aux décisions que j'ai pu prendre. Mais c'est sûr que j'ai pas été un modèle de carriérisme. Voilà, j'ai pas fonctionné pour tout prendre dans un club et puis après moi le déluge. J'ai toujours fonctionné pour qu'après moi ça continue à être, à marcher, à laisser quelque chose, une équipe compétitive, même si peut-être j'en tirais pas toute la gloriole, la gloire et le retour que j'aurais pu en espérer. C'est quelqu'un d'autre entraîneur et d'autres qui en profitaient. Mais ça fait partie de mon mécanisme, de mon approche et comment je conçois la chose. Je donne, je suis salarié du club et je me dois de le projeter dans l'avenir, je me dois de le faire continuer à grandir ou l'inscrire dans le futur, quelles que soient les considérations. Je suis là pour protéger face aux médias, face à la vindicte populaire ou autre, si ça va un peu moins bien, protéger mes joueurs, protéger les dirigeants, le club, quitte à prendre des coups. C'est comme ça, je l'ai conçu comme ça. Et quand je suis allé dans des clubs, souvent c'était des clubs en
comment dire, qui fonctionnait moins bien, qui était, et donc sur lequel il fallait reconstruire, rebâtir. Mais pour moi, même si c'était un club qui, dans un premier temps, jouait le maintien, il n'était pas question de jouer le maintien. C'était quelque chose pour le voir petit à petit, passer des paliers, comme on l'a fait à Lille, de jouer le maintien avec un effectif pendant 2 ans. Et de trouver la Ligue des Champions pendant 2 ans ou 3 ans et de battre un Manchester United ou Milan à Milan, etc. C'est pas quelque chose, tiens, un coup d'éclat et puis non, c'était une continuité, un travail avec des joueurs sans aucun moyen sur lesquels on a investi du temps, on les a programmés parce qu'ils avaient des profils techniques, ils avaient des qualités, on les a fait travailler et puis on est arrivé à du très haut niveau. Et voilà, bien sûr que ça n'a pas le retentissement d'un titre gagné, mais dans la façon dont ça a été réalisé, moi j'ai trouvé ça, je prenais mon pied entre guillemets, parce que j'ai trouvé ça extraordinaire de lutter avec des clubs d'une renommée extraordinaire, avec des moyens de folie, et nous sans rien, sans moyens, à les rivaliser ou les battre. C'était le petit contre Goliath, mais j'aimais ça, quoi. J'aimais ça. Et c'est ce qui me motivait, en fait. Plus que d'aller dans un grand club et puis d'accéder de suite à la Ligue des Champions et performer. Moi, c'était le truc de relever des challenges complètement dingues, quoi. Comme quand vous étiez joueur, en fait. Oui, bon, oui, peut-être, oui, parce que j'étais jamais annoncé dans l'équipe type, mais j'étais toujours le joueur qui faisait le plus de matchs, ouais. On voit une vraie force de caractère. Vous n'êtes pas un entraîneur politique au sens où, et vous le dites très bien à la fin du livre justement sur le rapport aux médias, vous avez appris à travailler cette dimension-là. Aujourd'hui, vous êtes libre, et on le voit avec ce livre parce que... Non mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes libre aussi de faire le choix. Et vous êtes libre aussi de repositionner votre carrière autrement. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui ? C'est de reprendre un club ? C'est d'aller vers des sélections ? On parlait de la DTN tout à l'heure. Beaucoup pensent que vous seriez un bâtisseur formidable pour la DTN dans un contexte aujourd'hui un peu compliqué. Comment vous voyez, vous, les mois qui viennent ? Je sais que vous êtes... c'est pas vous qui êtes à l'origine des sollicitations, mais il y a aussi une volonté, j'imagine, de retrouver les terrains, de repenser finalement la suite de votre carrière. Comment vous voyez justement votre liberté d'aujourd'hui ? Ma liberté, je la conçois de la façon où j'ai acquis, c'est qui est normal, beaucoup d'expérience. J'ai relevé des défis dingues, avec des moyens parfois obsolètes, mais si je replonge à l'instant où je vous parle, ça sera dans un club, ou pourquoi pas une sélection, ce que je peux envisager à mon âge, pas avant. Mais avec des moyens, avec des possibilités de performer et de retrouver très vite des matchs tous les 3 jours par exemple, faire des Coupes d'Europe, faire des choses parce que c'est ce qui me manque. Après, je suis passionné de football. Et j'ai eu pas mal de sollicitations là, mais rien qui me disait, ben voilà, là ça vaut le coup, vas-y. Non, s'il n'y a pas quelque chose qui me sort là et qui me fait dire ben, vas-y, ben, je ferai pas, quoi. Je resterai comme je suis. Voilà. Pour prolonger un peu la question de Jean-Baptiste, est-ce que c'est finalement là où vous êtes le plus éclaté en tant que manager, c'est quand vous aviez accès à toutes les strates du club, quitte à parfois à se confronter comme à Southampton à des dirigeants qui vont dans le mur, vous le voyez, vous savez qu'ils vont dans le mur, et vous êtes obligé de
baisser les armes dans un sens, mais il y a tous ces exemples magnifiques de Lille et de Nice, pour ne citer que ces deux-là. Est-ce que c'est finalement dans ces deux clubs-là que vous avez pris le plus de plaisir, ou vous êtes épanoui dans tous les postes que Non, vous mais avez? parce que dans chaque club, il y a quelque chose qui est super, parce que c'est jamais linéaire. Dans un club, pour n'importe quel entraîneur, il y a des moments qui peuvent être difficiles et des moments qui sont heureux. Moi, je retiens surtout des moments heureux, et j'en ai eu avec chaque club. Mais je m'investis tellement quand j'arrive dans un club, que j'ai une licence. Pour moi, c'est viscéral. Je défends les couleurs, je défends le club. Je n'arrive pas à me projeter, à penser éventuellement à moi, à placer mes pions, etc., à faire du off, à faire tous ces trucs-là. Moi, je donne, je défends, je veux qu'on avance. Et si je pense que c'est la bonne direction, il n'y a pas de raison, malgré la pression éventuelle de l'extérieur, de changer quoi que ce soit. Ça, c'est plutôt moi, mon côté de liberté, où certains peuvent considérer que ce délire voilà, je sais plus, d'être un peu effronté ou quoi, mais non, je pense que c'est une personnalité aussi, ouais. Mais voilà, je suis heureux d'avoir fait jusque-là mon métier sans aucune concession. Vraiment sans aucune concession. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse dire la même chose, mais je ne le conçois pas autrement. Et peut-être que je dirais des clubs qui pourraient être dans le futur intéressés, peut-être ça va les heurter, mais j'ai pris du plaisir de partout, et même à Southampton où on fait 8e, et finale de Coupe de Ligue contre United à Wembley, où c'est quand même une très bonne saison. Et derrière, ils se sont battus les 3 années suivantes jusqu'au dernier match pour se maintenir. Mais l'année suivante, quand j'étais à Leicester, quand j'ai recroisé les dirigeants, ils m'ont dit on regrette, on a fait une erreur avec toi, etc. Mais voilà, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de truc, parce que je donne, il y a un parcours à réaliser, je donne des directions un petit peu sur tous les plans, et c'est comme ça. Mais il n'y a pas une volonté de vouloir à tout prix des responsabilités, à vouloir à tout prix imposer des choses. Il y a simplement d'essayer de faire un diagnostic à un moment donné d'un instant T d'un club, et quelles sont ses forces et ses faiblesses, et en fonction de ça, corriger ou accentuer la direction. Mais alors comment on se protège? Parce que vous avez eu une fin difficile à Lyon, même injuste. Vos fils ont beaucoup souffert aussi du traitement des supporters. Quand on donne tout comme ça pour un club et qu'on se prend ça au visage, comment on se protège de tout ça? J'ai lu que certains entraîneurs consultent psycho, prennent quelqu'un pour se confier, pour parler. C'est des choses, pas besoin, mais que je conçois pas. Et simplement, j'ai endossé ça, j'ai mis un peu une carapace, et puis essayer de prendre de la hauteur, toujours par rapport à tout ce qu'on voulait m'imposer, ou tout ce qui avait de pression autour de moi, pour pas me disperser, rester dans la bonne direction. C'est un petit peu, par exemple, parlant aussi dans tous les clubs, mais parlant aussi à Lyon, où dès le départ, avec un effectif touché par le retour de Coupe du Monde, et des joueurs pas opérationnels qui expliquent au départ ce mauvais départ en championnat. Et puis on me tombe dessus, j'étais un petit peu en pâture, que ce soit dans les journaux, auprès du public, de partout, de tout le monde. Sur ma famille également. Et c'était important de dire ok, il y a une situation donnée,
elle n'est pas prise en compte. Je prends tout sur moi et je suis le seul fautif. Bon, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation, toujours, pour avancer, être productif, constructif et voir mes joueurs, ne pas les perdre, et les voir réagir, et les voir reprendre le fil, et puis reprendre le cours de la saison, etc. Voilà, ça c'était important. Et puis on a repris le fil petit à petit, alors que tout autour de moi c'était toute une campagne de dénigration et un truc pour ne pas dire plus. Et je ne devais pas perdre l'autorité avec mes joueurs, je devais être constructif, encore plus proche d'eux, etc. Et puis petit à petit, on fait une saison, on rattrape le coup, on se qualifie pour la Ligue des Champions. En plus, le dernier match chez mon club de formateur que je fais descendre. Et on va jusqu'à un 8e de finale, encore contre le Real, en Ligue des Champions. Enfin, on fait une saison honorable, tout à fait honorable. Et en tout cas, moi, j'ai pris, même dans cet environnement, du plaisir, ça va paraître un peu truc, à rester performant, malgré toute l'adversité qu'il y avait autour de moi ou de ma famille. Voilà, j'ai encore appris, il fallait avoir un management encore plus fin. J'étais encore plus sur la tangente, encore plus sur le fil du rasoir. Il ne fallait pas me tromper, il fallait continuer à avancer. Et ça, voilà, j'en retiens de bons moments aussi à Lyon. Et pourtant, cette dernière année, voilà, on la qualifie complètement dingue, disproportionnée, énorme, mais en fait, pour moi, elle était encore constructive en termes de management, dans cette difficulté. Et le clap de fin, c'est pas Aulas qui me l'a donné à mes licenciats le lendemain de la qualification. C'est le clap de fin, c'était pour moi une belle récompense. C'est le message que m'a envoyé Jérôme Sédou. Et pour me dire, juste après le match, bravo encore une fois pour ce que vous avez réalisé dans ces conditions. Voilà, ça c'était... j'ai apprécié. Quand on vous écoute, on sent le professionnel, on sent l'expérience, 50 ans de football, plus d'1 millier de matchs à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. On vous entend, c'est rare d'avoir des entraîneurs qui ont un discours aussi construit, qui sont capables d'articuler la totalité justement des éléments qui font le football d'aujourd'hui. Comment vous regardez le football français maintenant, et comment vous regardez le travail de vos pairs, finalement, les entraîneurs, qui sont aujourd'hui en activité? Je trouve qu'il y a une dernière évolution de par la prise de nombreux clubs français par des fonds, par des grandes fortunes. Je trouve qu'il y a plus de moyens qu'avant, bien sûr. Je trouve ça intéressant d'un côté pour la performance de nos clubs, éventuellement pour les Coupes d'Europe par exemple, et par rapport à un futur niveau, et d'aller essayer de titiller les 4 autres championnats au-dessus de nous. Par contre, je me pose des questions par rapport à nos gamins, par rapport à notre formation, par rapport à notre devenir dans le football, où on a la particularité d'avoir formé d'excellents joueurs. Et je ne trouve pas qu'il y ait l'ouverture pour qu'ils puissent se post-former et qu'ils puissent continuer à alimenter dans le futur notre football dont on a besoin. Je dis ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de clubs qui étaient formateurs, qui ne le sont plus, qui ne font plus débuter pratiquement de jeunes de leur centre de formation, qui ne développent plus, qui ne leur laissent plus de temps de jeu. Alors je sais très bien que c'est difficile de concilier, je sais par expérience, de concilier les résultats en même temps que le développement des joueurs. Mais
Mais il ne faut pas perdre voilà, le développement, le sens qu'on doit donner et la cohérence qu'on doit donner à notre football. Et pareil, voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on impose des changements comment dire, de championnat, de passage à 18, pourquoi pas plus bas. Et on refait des choses sous la contrainte financière et sans penser à ce que peut advenir à la formation de nos joueurs et les temps de jeu à dispenser. Voilà, je pense que peut-être que la refonte des championnats était nécessaire, mais je pense qu'elle devait s'accompagner avec une refonte d'autres façons de développer nos joueurs. Et quand je vois qu'en Espagne, encore une fois, les réserves peuvent monter jusqu'en deuxième division, voilà, c'est une bonne piste qui n'a jamais été étudiée. Il y a trop de différences. Alors maintenant, il y a des clubs qui éliminent même la réserve. Donc on voit on a des gamins qui ne jouent plus. Ou alors ils partent très tôt dans d'autres championnats. La seule chose, c'est à ce moment, c'est des joueurs qui partent tôt et en espérant qu'ils soient formés dans les clubs étrangers. C'est un petit peu ça. Et moi, ça me... Voilà. En Allemagne notamment. En Allemagne, oui, notamment, ouais. Et dans d'autres pays. Et je trouve ça regrettable. Parce que on peut avoir intégré les dimensions financières, et c'est vrai que les clubs en avaient besoin par rapport à la pandémie et par rapport à ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, qu'il faut continuer à donner des temps de jeu à nos gamins et les développer. Il y a plein de pistes qui auraient pu être intéressantes à valoriser, doubler la poule de national, donner des moyens également à des clubs, exiger que certains clubs, ou Ligue 2 ou National, emploient tant de joueurs de moins de 23 ans par exemple, voilà, il y a toutes sortes de pistes qui auraient pu être mises sur la table pour faire de concert une réflexion, refonte sur le championnat. Oui, il y a des aspects financiers, mais oui, le plus important, ça reste aussi qu'on ait un football, une équipe de France performante dans le futur. Mais justement, et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à vous avoir posé cette question aujourd'hui, mais quand est-ce que vous venez à la rescousse du foot français? Quand est-ce que vous l'acceptez, ce poste à la DTN Non, mais... Le livre ressemble vraiment à un programme, c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion autour justement du jeu, sur la formation, sur aussi l'à côté, c'est-à-dire le fait d'accompagner un enfant qui devient un footballeur. Ouais, les structures. Il y a une vraie réflexion d'ensemble, je vais presque dire à 360 degrés sur le foot français et sa formation, mais on lit rarement ça et ça fait vraiment programme. Bon, vous n'avez pas d'élection à gagner, mais la DTN va peut-être probablement changer bientôt. Oui, ni de programme à énoncer, non, parce que bon, il y a eu un moment où le président Le Gret m'avait proposé le poste, oui, mais j'étais pas. D'abord, d'une part, j'avais besoin d'un quotidien et d'entraîner une équipe au quotidien. Et puis, d'autre part, dans notre structure également, je ne trouve pas la voix de notre Fédé assez forte pour imposer des choses à la Ligue. Voilà, ou pour avoir un niveau, je dirais, équitable de discussion et de complicité. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un de spécialement rond. Donc j'ai pas envie Vous avez peur d'être bridé en allant là-bas et de ne pas pouvoir faire votre travail? J'ai peur pardon. D'être bridé et de ne pas pouvoir faire votre travail, comme vous l'entendez? Oui, mais bon... Je suis pas quelqu'un enfin, peut-être que je me connais encore mal, mais de discussion, d'être rond, de faire des concessions, de faire des arrangements, je te donne ci, je pense ça.
Sincèrement, je suis pas là-dedans, quoi. Voilà. S'il y a une direction à prendre, il faut la prendre et pas tergiverser. Moi, j'avais une question sur l'évolution du footballeur aujourd'hui. On le voit aujourd'hui médiatisé. On voit un joueur comme Kylian Mbappé qui va compter plus de followers que son club sur les réseaux sociaux. On voit des joueurs, par exemple, hier, qui ne se lèvent pas quand leur nouveau coach arrive. On est sur une nouvelle génération de joueurs, très différente de celle que vous avez pu connaître quand vous étiez en centre de formation, enfin quand vous étiez à Monaco. Comment vous voyez le footballeur d'aujourd'hui, le jeune qui arrive, que vous avez fréquenté à Saint-Etienne, que vous avez vu aussi? Il y a une vraie évolution. Est-ce que vous l'avez senti, vous, en tant que manager? Et comment vous voyez cette évolution du footballeur aujourd'hui qui va, pour certains, considérer le football comme un métier et plus forcément comme une passion, celle qui vous anime, vous? Moi, je veux rester, comment dire, je veux rester gamin par rapport à mon approche du foot, et je considère que celui qui performe à un très haut niveau, tout joueur, même s'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, beaucoup de notoriété, d'aspects médiatiques, de sponsors, d'aspects financiers. L'essence même pour le voir réussir, s'éclater, ça reste un gamin sur le terrain. Et c'est parce qu'il aime le foot qu'il va continuer à réaliser des choses qui sortent de l'ordinaire, à créer, et puis à contenter tous les supporters. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Quand on est sur un terrain, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de... Ce qui est pas évident, c'est tout l'environnement, tout ce qui est à côté du terrain. Ça, vous l'avez vu changer. Oui, mais changer, mais c'est une évolution normale, parce que c'est la société qui évolue. Et donc, c'est pas d'un seul coup, on passe d'il y a 20 ans, c'était comme ça, et maintenant, c'est de cette manière. C'est une évolution sur toutes des années, petit à petit, qui est des fois imperceptible, des fois un peu plus marquée, qui fait que la société évolue, l'individu évolue, l'approche sur les joueurs évolue, le management des joueurs doit être différent, il évolue constamment. Un entraîneur qui évolue pas, ou qui anticipe pas, ou qui s'adapte pas, il disparaît très vite. Donc même si on me présente des fois sur un côté assez rigide ou quoi, je pense pas dans ma fonction avoir été rigide, parce que j'aurais pas duré, et qu'il faut comprendre les joueurs, il faut être encore plus proche, il faut encore plus individualiser le travail, ils ont besoin d'encore plus d'attention, ils sont encore plus sous pression, parce qu'il faut pas oublier que ça reste des gamins, qui sont livrés à un pâture à 20, 21, 22 ans, mais qu'est-ce qu'ils connaissent de la vie? On oublie trop souvent, donc il faut qu'ils soient bien entourés, bien encadrés, il faut les écouter. C'est difficile, donc il ne faut pas constamment leur jeter la pierre, parce que c'est vraiment pas évident de rester constructif, de faire face à cette pression, et à plus démultiplier par les réseaux sociaux maintenant. Et dans l'avenir, ça sera encore toujours plus difficile. Donc voilà, il y a la part des choses à faire. C'est quoi les structures qu'on peut mettre en place au sein des clubs justement pour protéger ces jeunes joueurs, un soutien psychologique ou simplement le coach qui va échanger beaucoup plus régulièrement pour le préparer à ce qui arrive, parce que il arrive très souvent que le travail n'ait pas été fait en amont au centre de formation et qu'il soit jeté dans le grand bain un peu du jour au lendemain. Comment on les protège concrètement ? Chaque cas, encore une fois, est différent. Il y en a qui affichent des structures. Moi, j'ai toujours, par exemple, essayé de mettre dans les centres de formation, partout où je suis passé, un psychologue, un référent, où si le joueur avait besoin de se confier, de parler, de pouvoir y accéder. Parce que je pense que c'est encore plus important dans la formation où ils savent pas s'ils vont signer professionnel, ils savent pas s'ils vont pouvoir réussir, ils sont dans mi-scolarité, mi-footballeur, ils sont des fois dans des situations familiales difficiles.
c'est là où c'est pas évident, c'est là où c'est le plus important pour pas perdre le gamin également. C'est vrai qu'il faut y faire attention. Les clubs ont l'habitude de dire qu'avant de former le joueur, ils forment l'homme. Mais c'est jamais évident, c'est jamais évident. Justement, dans cette idée, quand on vous lit, on se rend compte que vous avez beaucoup suivi certains jeunes, vous les avez fait progresser, vous avez identifié leurs faiblesses, vous les avez fait travailler avec des vidéos, avec tout un travail spécifique. Ça, c'est un travail qu'on voit énormément dans d'autres sports, je pense notamment au basket. Au foot, ça vient, c'est pas forcément systématique. Il y a certains joueurs qui l'apprécient moyennement, quand on leur dit qu'ils peuvent encore s'améliorer. Comment aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, on peut finalement amener un joueur de très haut niveau à progresser encore, alors qu'aujourd'hui le joueur est plus fort que l'entraîneur, peut demander sa tête, et tout ça dans un environnement médiatique très complexe. Je pense notamment à Kylian Mbappé par exemple. Aujourd'hui, on voit que sur les 2 dernières saisons, il y a une progression technique qui est plus limitée que son potentiel, parce que peut-être que les entraîneurs ont du mal à se positionner par rapport à lui sur ces questions-là, alors que c'est encore un joueur finalement qui a encore beaucoup à apprendre. Comment on se positionne justement quand on est entraîneur face à ce type de joueur qui finalement est plus important que votre propre action au club? Encore, vous citez Kylian, mais je trouve qu'il a sacrément progressé encore, parce qu'il a, oui, jeune, encore plus jeune, il faisait des différences, mais sans avoir acquis encore le geste juste, le relâchement, le sang-froid devant le but. Je trouve que il a encore beaucoup progressé là-dessus. Il a des gestes de finition, une gestuelle, des fois un peu chirurgicale. Et je trouve ça super de continuer à progresser malgré justement tout le tapage qu'il y a autour de lui, toute cette notoriété, toute cette attente. Je trouve qu'il est encore, je trouve vraiment très performant. Mais par rapport pour d'autres joueurs, question initiale, c'était... C'est comment en tant qu'entraîneur finalement on peut... Oui, garder une certaine action, une certaine écoute de la part du joueur. Et oui, après c'est pour ça, c'était également essayer avec son entourage, des fois avec la famille, avec son conseiller, d'avoir une même action, d'être constructif. J'ai essayé avec quelques-uns, ça a plus ou moins réussi avec selon les cas, mais tout est important, et encore une fois on progresse, on continue à progresser jusqu'à ce que le joueur prenne sa retraite, et il aura la sensation, et il doit avoir la sensation de passer encore des paliers ou des petits paliers, même en toute fin de carrière. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut bonifier sous différents aspects. Celui qui s'arrête et qui pense avoir tout acquis, il est déjà en train de régresser. Alors que celui qui pense qu'il peut encore progresser, il continue à progresser. On le voit là avec Karim, à son âge, il n'a jamais été aussi resplendissant, je dirais. Bon, ça veut dire qu'il est dans une logique toujours d'aller chercher qu'est-ce qu'il peut apporter encore sur le plan physique, mental, technique, gestion, etc. Et c'est superbe. Mais concrètement, pour parler de Benzema, comme on en parlait au début, qu'est-ce qui a changé chez lui, vous pensez, pour qu'il y ait comme une forme d'ouverture pour se dire je peux encore progresser, alors qu'à l'époque où vous le sollicitiez pour progresser avec la fameuse vidéo de Paoletta, qui est quand même pas un kidam, son agent vous l'avait presque jeté au visage, comme si vous connaissiez rien au foot et que les deux joueurs n'avaient aucun rapport. Mais je pense que Karim, d'abord, ce qu'il réalise, il faut voir que depuis qu'il est parti de Lyon, il a fait toute sa carrière au Real, dans un club avec de telles exigences. Il a gagné tant de trophées. Vraiment, il réalise une carrière extraordinaire. Mais ce qu'il lui a fait encore, pour moi, c'est ma perception, ce qui a fait encore passer un palier, je trouve, c'est depuis le départ de Ronaldo,
Parce que quand il y avait Ronaldo, c'était Ronaldo en tête d'affiche, qui avait le leadership, et quelque part, on le sentait un petit peu au service de Ronaldo. Alors que depuis qu'il est parti, il a endossé cet habit-là de leadership, de responsabilité, et il assume complètement ce fait-là. Et je trouve vraiment qu'il est à l'apogée de sa carrière, de ce qu'il fait, de son niveau. Et il y a cet aspect-là où vraiment c'est le leadership, c'est le joueur important du Real Madrid. Et il a été capable de faire ça, ce qui est très fort, c'est qu'il était prêt. Et puis je trouve sur le plan physique qu'il est fit et qu'il a bossé. À un moment donné, vers 27-28 ans, je le trouvais un peu empâté, je le trouvais un peu... Il avait perdu de sa vivacité, de son démarrage. Et, alors que là, je le trouve de nouveau performant, vif, et il peut faire des enchaînements, il peut faire des différences, alors qu'à un moment donné, je ne le voyais plus faire de différence, plus cette possibilité de réactivité. Et je pense que sur le plan physique et puis sur le plan de leadership, voilà, il a passé un cap extraordinaire. Moi, j'aimerais finir avec deux petites questions, si vous le voulez bien, assez rapides. Savoir quel joueur que vous avez lancé en première division vous avez trouvé le plus réceptif et le plus à l'écoute de vos conseils, dans la volonté de progresser, dans ce prisme-là. Il y en a eu trop. Non, sincèrement, je ne sais pas, parce que c'est un petit peu comme le développement pour moi d'un joueur offensif. Je disais par exemple, pour développer un attaquant, il y en a qui ont tout, c'est inné, on leur montre une fois et puis ils sont talentueux et ils répètent le geste et c'est extraordinaire. Il y en a, il faut rabâcher, il faut travailler ses gammes. Et moi j'ai toujours fait ça avec mes attaquants, où je le fais au départ, où je le faisais faire par un attaquant, mais avec des exercices bien spécifiques. Parce que pour développer un joueur, par exemple un attaquant, ou lui apprendre différents gestuels, mais il faut acquérir ce geste-là. Il faut savoir pourquoi on a réussi et pourquoi on a raté. Quand on en arrive là, c'est qu'on a gagné un process avec son joueur. Il va être capable de se corriger par lui-même. Si on fait quelque chose, et puis une fois on frappe du gauche, une fois du droit, et puis on récite simplement, mais il n'y a pas acquisition. C'est un petit peu comme au tennis, on répète du gamme, on répète un coup droit le long de la ligne, parce que pour sentir le geste, et qu'à un moment donné, déposer la balle où on la veut. C'est pareil pour un footballeur. Et pour terminer un but, pour avoir il peut y avoir 4, 5, 6 gestes différents. Et plus on donne de possibilités aux joueurs à l'entraînement de s'exprimer avec différents gestes, plus il va être facile, il va pouvoir réciter à l'entraînement, puis après le retrouver en match, acquérir du sang-froid, acquérir du relâchement nécessaire pour finir. Et c'est pareil également dans dans le développement d'un joueur qui s'est encore un peu perdu, qui est talentueux, qui a des qualités. On en voit dans toutes les divisions. Et on se dit, purée, celui-là, il a vraiment quelque chose, mais il se retrouve à ce niveau-là. Et peut-être qu'en lui donnant quelque chose de plus, il lui manquait quelque chose, peut-être en le changeant de poste, peut-être en lui donnant un aspect physique en plus, ou technique, ou tactique, ou réflexion. On va arriver à le retrouver, à l'insérer de nouveau dans du haut niveau et voire du très haut niveau. C'est pour ça que je raconte des petites anecdotes sur pas mal de joueurs qui sont partis un petit peu, qui étaient perdus et qui sont partis un petit peu de rien. Donc moi j'ai été important, mais comme tous les entraîneurs qu'il a pu avoir, chacun à un moment donné, mais ça veut dire que rien n'est jamais perdu pour tous ces joueurs, pour tous ces gamins. Après, il faut qu'ils y croient. Après, il faut qu'ils aient un petit peu de l'opportunité de tomber sur un éducateur ou sur des entraîneurs qui vont pouvoir lui apporter, lui donner ce qui lui manque pour passer le niveau et performer.
voilà, c'est ça que des fois je trouve un petit peu dommage. Il m'arrive de voir des matchs de division inférieure et de me dire, oh, ce joueur, mais il a vraiment quelque chose, des qualités, et il fait des différences techniquement, il sent le jeu, il lui manque quelque chose, il lui manque peut-être que si tu rajoutes ça, ben, il va passer ce palier-là. Voilà, et je trouve que c'est un petit peu du gâchis, parce qu'on n'insiste pas assez sur le détail à un moment donné. Il y en a qui ont tout, et qui l'ont très vite, et qui l'affichent très vite. Il y en a qui arrivent par des process et des processus différents. Et je te donne des fois des exemples dans le bouquin, je trouve anormal pour moi que des joueurs comme Pagis, Leroy, Lachuer, que j'aimais bien, même s'il fait une super carrière, oui, également des joueurs qui ont vraiment quelque chose et qu'à un moment donné, il leur manque un petit peu quelque chose, ou de personnalité, ou de physique. Ou de... Vous racontez très bien avec Bodmer. Oui, avec Mathieu, qui au départ, mais comme il était, il pouvait pas passer. S'il ne prenait pas un esprit un peu plus de compétition et de finition, de dire, ben voilà, ça me fait quelque chose, je veux vaincre, je veux truc, mais il serait resté toujours avec voilà, un joueur, mais il n'aurait pas performé à un haut niveau. Et oui, c'est important de donner des choses-là. Et chaque joueur est différent. Et chaque chose qu'on peut apporter à un joueur est différente. C'est pour ça que c'est passionnant aussi. C'est passionnant et moi j'aime bien ça, ouais. Moi j'avais une question sur l'évolution du jeu. Parce que vous avez été acteur, et vous l'êtes encore. Vous avez été joueur, vous êtes entraîneur. Le jeu a considérablement évolué ces 20 dernières années. Et notamment les différences entre le football de sélection et le football de club. Quel regard finalement vous portez sur ces évolutions ? Moi je trouve que voilà, le fait d'avoir plus d'argent, je vais aller un petit peu à contresens, on dit ça a pourri les choses, ceci, cela, ça appauvrit des clubs. Mais le fait aussi de concentrer des meilleurs joueurs dans des mêmes clubs, ça a permis d'élever un niveau extraordinaire. Et il y a des niveaux de matchs de Ligue des champions, notamment quand on arrive dans la deuxième partie, que je trouve fabuleux. Et quand on regarde le très haut niveau, il n'y a pas un point faible, il n'y a pas un joueur qui est en dessous des autres. Chaque joueur est important et à un niveau de technique, d'intelligence de jeu. Et là, on se retrouve des joueurs à un même niveau et de notoriété pratiquement et de savoir-faire. Et ils se mettent au diapason, et c'est-à-dire qu'ils arrivent à jouer simple, à une touche, à 2 touches de balle, alors qu'ils seraient capables tous de dribbler 4 ou 5 joueurs. Mais non, c'est le jeu, c'est le jeu. Et après, ils gardent le dernier geste, la gestuelle, le talent pour faire la différence, le petit crochet, l'enchaînement, le bon contrôle, etc. Ou le bon petit déplacement, et puis ça éclaire tout. Et ça, c'est fabuleux. Et ça, après, ce sont des exemples. Et je trouve que la technique s'est améliorée dans les grandes équipes et on trouve de plus en plus de joueurs qualitatifs alors qu'on aurait pu penser à affaiblir le football. Non, ça a donné une répercussion chez les gamins qui voyaient ces trucs-là, de mimétisme, de vouloir réaliser des gestes qui sortent de l'ordinaire, de tenter, de choses comme ça. Et voilà, moi je suis friand de tous ces trucs-là. En fait, il y a des équipes nationales ceux qui arrivent à avoir des joueurs de très haut niveau à chaque poste, et puis à quand même garder, à développer ce côté collectif, presque comme une équipe, arrivent à performer. On a eu ça avec l'équipe de France, on a eu ça avec l'Espagne, on a eu ça avec l'Allemagne, on a ça un petit peu avec l'Italie, même s'ils n'ont pas été qualifiés. Je trouve que c'est bien le virage qu'ils ont pris également. C'est pour ça qu'il y a
En fait, le club, oui, il y a un tel niveau de performance, et puis tout est huilé, c'est une alchimie où les joueurs s'imbriquent avec tous des qualités différentes, mais ils sont tellement performants que voilà, ça donne, c'est magnifique. Je prends un petit exemple que je cite, comme quoi c'est important également. La première année, Guardiola avec City, il n'est pas champion, il est décrié, il commence à être critiqué et tout. Moi, j'étais là-bas, je regardais ces matchs et c'est vrai que il avait un problème le gardien pour moi ne correspondait pas à la philosophie de jeu qu'il avait et en plus avec les joueurs dont il disposait. Et pour moi, il n'avait pas assez de pieds et il mettait en difficulté sous pression et les équipes adverses avaient ciblé ça et il mettait la pression sur le gardien qui relançait mal ou qui faisait des erreurs. Et puis, enchaînement, les défenseurs étaient moins sereins et puis tout le monde était moins serein et ça concédait des buts et des matchs pas tout le temps aboutis. Il lui manquait quelque chose. Et l'année suivante, il a un élément, il a changé, il a fait évoluer, il a changé de gardien qui avait des mains à la place des pieds, et puis ça a changé toutes les possibilités de l'équipe, c'est-à-dire qu'ils sont devenus à ce moment-là injouables. L'équipe adverse, même quand elle pressait, elle se mettait en difficulté, parce que ça donnait encore plus de possibilités de bien ressortir, parce qu'elles n'arrivaient pas à récupérer le ballon. Et ils ont été énormes. Voilà, c'est ça que je trouve beau. Et vous mettez des joueurs, un joueur de Guardiola dans une équipe où il y a 4-5 joueurs qui n'ont pas la qualité technique et sous pression, pas la capacité de jouer, de garder le ballon, de prendre les informations, etc. Mais vous perdez ce joueur ou ces 2-3 joueurs de qualité que vous avez. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Parce qu'un joueur, pour qu'il s'exprime à ce niveau-là, il faut qu'autour de lui, il récite la même partition. Sinon, vous le perdez. Et il peut être le plus grand joueur qui soit. Moi, j'ai une question sur la politisation du foot qu'on voit depuis une petite décennie, du Qatar qui arrive au PSG, de la décision finalement de la FIFA d'attribuer le mondial au Qatar, les investissements émiratis finalement à City, et puis, parce que vous avez eu à les affronter. Ça a certes changé le football, ça a augmenté les niveaux de jeu et on voit une qualité de football qu'on n'avait pas vu à Paris pendant longtemps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas devenu un problème ? Comment vous regardez finalement, vous, cette Coupe du Monde au Qatar qui arrive, et on parlait des fonds tout à l'heure, cette entrée finalement des États dans le football? À un moment donné, ça apporte du bien parce que ça apporte des moyens. Et bon, voir Messi, Neymar, Mbappé, et puis même les autres sont pas mal quand même. Hein. Sous un même maillot, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et il faut profiter de ça, de ce fait-là. Mais après, on interdirait des États. Pourquoi ne pas interdire après des fonds? Pourquoi ne pas interdire des grandes fortunes? Je veux dire par là que on peut pas. Il faut continuer, il faut avancer. Il faut avancer. Mais par contre, il faut essayer de maîtriser cette évolution. Voilà. Quand je dis maîtriser cette évolution, moi, ça me plaît pas à un moment donné quand on lutte et ça a les mêmes moyens. Donc je suis prêt à accepter que d'un club a les mêmes moyens, a plus de moyens que le mien. Mais par contre, je suis pas prêt à accepter qu'un club vive avec des déficits, avec des emprunts ou des passifs de dizaines ou de centaines de millions et puisse aller être en compétition avec un autre qui a une saine gestion. Ça, je ne le conçois pas. Voilà.
qu'il y ait des moyens de plus en plus et qui viennent d'un petit peu de partout, oui, c'est l'évolution du foot ou d'autres sports. Mais par contre, garder une équité. Et ça, c'est pas assez légiféré, c'est pas assez structuré. Ben, merci infiniment Claude Puel, on va s'arrêter là, on va vous laisser souffler après cette longue journée d'interview, mais on conseille à tout le monde évidemment de lire votre livre Libre aux éditions Solar, parce que c'est un peu ce qu'on a dit tout au long de l'interview, mais dans un football de plus en plus individualiste, ça fait vraiment du bien de lire un discours comme le vôtre, aussi ouvert et aussi prévoyant. Nous, on espère que le président de la Fédé va bientôt changer et que vous viendrez à la DTN. Mais ça regarde que nous, on vous engage pas sur... Mais merci infiniment et à une prochaine fois, espérons. Merci à vous.